bienvenue dans cette formation sur identifier les règles liées à son activité. C'est-à-dire que chaque activité va présenter des règles qu'il est important de connaître afin de pouvoir exercer son activité dans le respect de ces dernières. Ces règles, ce sont des choses qui existent de divers ordres et que je vais vous permettre d'identifier tout simplement pour pouvoir ensuite les intégrer dans votre pratique. Pour la partie intégration, je vais vous référer tout simplement au cours, intégrer les cours et les consignes dans sa pratique. Mais ici, on va regarder comment apprendre à les identifier et à les repérer en fait, tout simplement. Donc, les règles d'une activité, qu'est-ce qu'elles sont? Ben, au fond, la plupart du temps, les professions, les métiers sont régis par une législation et par une loi, tout simplement. Donc, dans la législation française, il y a tout un ensemble de règles, de règlements, de lois qui sont en vigueur et qui vont en fait poser un cadre à une activité. Et c'est ces lois qui sont en général déclinées en règlements, en décrets d'application, en arrêtés et, dans une certaine mesure, en circulaire. Tout ça paraît beaucoup de jargon, mais c'est pour vous dire en fait qu'il y a vraiment un cadre légal à la plupart des métiers et des activités qu'on peut exercer dans notre vie. Et c'est quand même assez intéressant de connaître une partie de ces règles, en tout cas en ce qui concerne votre propre relation au travail. Donc, ça peut être effectivement des choses comme c'est quoi un contrat de travail, c'est quoi une période d'essai, c'est quoi une période de préavis, etc. Ça fait partie en fait des règles, des législations qui encadrent une activité professionnelle. Et ça, ce sont des choses à connaître. Mais ça peut être des choses qui vont être plus spécifiques à votre métier, mais on va y revenir. Et justement, en fait, dans cette législation, justement, il y a le fameux Code du travail. Et le Code du travail réglemente à peu près tout. Alors, tu sais, je ne suis pas en train de vous dire vite, courez acheter le code du travail, puis lisez-le, je vous garantis, je ne l'ai pas lu. Mais il y a quand même des choses un peu à connaître dans les grands principes, comme je vous disais, sur les embauches, les contrats, les conditions de travail, le temps de travail, toute cette réglementation. Je pense qu'en connaître un maximum est quand même assez intéressant. Vous pouvez trouver des ouvrages qui vont résumer en fait les grands principes. Vous pouvez effectivement trouver différents éléments pour aller avoir un peu d'informations à ce niveau-là. En tout cas, quand vous êtes à des moments charnières de votre vie professionnelle, parce qu'il y a des évolutions, parce qu'il y a des modifications de votre contrat de travail, parce qu'il y a des embauches, je vous invite vraiment à aller chercher l'information pour vérifier un petit peu tout le cadre légal et voir comment vous allez pouvoir exercer intelligemment votre activité professionnelle. Mais les salaires et les primes aussi peuvent parfois être réglementés. La formation professionnelle est parfois réglementée. Donc, il y a vraiment des choses qui peuvent être utiles et nécessaires dans votre quotidien professionnel. Un autre élément qui est important, c'est la convention collective. Les conventions collectives, elles sont par secteur d'activité, en fait, on va dire en général. Donc, en gros, la plupart des branches et des activités professionnelles ont leur propre code et leur propre convention collective. C'est-à-dire qu'au fond, la convention collective, elle va venir compléter le code du travail. Elle va rajouter des éléments, elle va définir des statuts spécifiques dans cette typologie d'entreprise. Donc, on va trouver par exemple la convention collective dans les sociétés de conseil qui est du Syntec, on va en trouver dans l'industrie métallurgique, on va en trouver chez les architectes, dans la communication, etc., etc., dans l'information. Donc, au fond, ce sont souvent des accords qui vont être négociés entre les employeurs. Elles ne peuvent pas aller en deçà de la loi, c'est-à-dire que la loi française dit par exemple que pour des cadres, vous avez un préavis de 4 mois. Elle ne peut pas dire tout d'un coup qu'il y en aura 3. Mais par contre, elle peut en proposer 5, parce que c'est plus valant pour le salarié. Une autre chose qui va s'appliquer, c'est le règlement intérieur. Donc, chaque entreprise, si elle a plus de 50 salariés, a l'obligation légale d'avoir un règlement intérieur. Règlement intérieur qui va régir la santé et les conditions d'hygiène, qui va régler la sécurité au travail et la discipline du personnel. En fait, elle va parler de respect, de certains horaires, de certaines sanctions qui peuvent être mises en place si effectivement on ne respecte pas certaines règles, certaines procédures et certaines choses qui sont demandées dans le cadre de la relation au travail. Donc ça, c'est également des choses que normalement, quand vous arrivez dans une entreprise, on vous les donne. Alors je sais que tout le monde ne les lit pas, mais moi je vous invite à les lire. Si vous ne les avez pas lus, allez regarder, vous verrez que c'est une mine d'informations. Et parfois, quand on est confronté à des difficultés dans son entreprise, dans sa structure, on se dit, mais bon sang, à quoi j'ai droit, comment ça se passe, etc. Tu sais, puis là,
on est comme une poule sans tête, là, on court un peu partout pour essayer de trouver l'information. Mais si on a fait les choses au préalable, qu'on sait où sont ces documents, on peut s'y référer. Je ne suis pas en train de vous dire de les apprendre par cœur, je suis en train de vous dire de prendre conscience que ça existe, de regarder les grands principes, et puis parfois de vous y référer si vous avez des questions, des doutes ou des interrogations. Après, il y a les ordres professionnels qui existent. Les ordres professionnels sont vraiment des organes de réglementation liés à certaines professions particulières. Donc, il n'y a pas tant de professions que ça qui ont des ordres, mais elles vont définir une certaine règle, des certaines procédures, certaines façons de travailler, une certaine éthique aussi également. En cas de contentieux, les ordres professionnels peuvent être amenés à intervenir en fait. Donc, vous allez trouver des ordres professionnels chez les médecins, chez les sages-femmes, chez les vétérinaires, les architectes, les géomètres, les avocats, etc. En fait, en France, aujourd'hui, vous avez 16 ordres professionnels qui existent. Ensuite, vous avez le code de déontologie. Les codes de déontologie, la plupart des professions qui ont un ordre, en général, ont un code de déontologie, mais il existe également d'autres professions qui ont des codes de déontologie, qui n'ont pas nécessairement un ordre professionnel, et qui va régir l'activité, une certaine éthique, des grands principes en fait que on cherche à faire respecter par la profession. Donc vous trouverez des codes de déontologie chez les psychologues, chez les administrateurs judiciaires, les architectes, les avocats, les médecins. L'Assemblée nationale aussi a un code de déontologie. Et puis évidemment de nombreux autres. Et il y a un autre élément qui existe, sont les us et coutumes et les usages. Alors là, vous me direz, effectivement, ce n'est pas vraiment quelque chose de légal ou de régime, mais néanmoins, ce sont des choses qui ont une vraie valeur juridique et qui peuvent s'ajouter effectivement à l'ensemble des règles à proprement parler, mais qui vont devoir néanmoins se respecter dans une organisation. Et c'est toujours intéressant, quand vous arrivez quelque part, de comprendre effectivement c'est quoi les us et coutumes, c'est quoi les habitudes, les usages qui sont mis en œuvre dans la structure dans laquelle vous allez intervenir. Maintenant qu'on a pu un peu faire le tour de tout ça, qu'est-ce que ces règlements réglementent, on va se dire? Parce que c'est bien joli, je vous en ai un peu évoqué des choses, mais on va aller voir de façon un petit peu plus concrète l'ensemble des éléments finalement qui vont être un petit peu définis avec ça. Donc, en tout cas les principaux, quoi. Le lieu d'exercice. En général, effectivement, c'est dans ces règles, ces codes de travail, dans ces conventions, dans ces règlements intérieurs, dans les us et coutumes ou les habitudes, etc., dans les contrats de travail, qu'on va définir votre lieu d'exercice. Est-ce que c'est au travail? Est-ce que c'est à votre domicile? Est-ce qu'il y a des déplacements? Est-ce que c'est quelque chose de mixte? Tout ça peut se trouver effectivement dans les règlements intérieurs, dans la loi, dans la convention collective, etc., etc. Donc, c'est à vous d'aller observer effectivement qu'est-ce que dit votre cadre légal à vous. Quel type de déplacement vous devez avoir? Comment vous pouvez travailler? On parle ces derniers temps, au moment, en tout cas moi, je filme cette vidéo, beaucoup de télétravail et de l'organisation. Et effectivement, on voit bien qu'il y a toute une réglementation qui se met en place en fonction des entreprises. Parfois, c'est comme on veut, parfois c'est 3 jours, parfois c'est 2 jours, parfois c'est 4 jours, parfois c'est encore autre chose. Donc, en tout cas, il est de votre ressort de connaître ces informations pour respecter les règles. Souvent, il va y avoir des actions également sur la tenue vestimentaire. Alors, il y a évidemment des tas de secteurs d'activité où il n'y a pas de tenue vestimentaire, mais beaucoup dans les règlements intérieurs vont parfois avoir une réglementation par rapport à ça, ou dans les conventions collectives, d'autant plus quand on est parfois dans des professions qui peuvent être à risque et vous pouvez avoir des tenues vestimentaires liées pour des questions de sécurité ou des questions d'hygiène. Mais parfois, c'est aussi pour des questions de représentativité de l'institution, on va dire. Ça va aussi réglementer tous les comportements au travail. Donc quand je dis les comportements au travail, je parle de quoi? Je parle des repas, de la prise d'alcool et de drogue. C'est réglementé dans le cadre du travail et c'est à proprement parler interdit de consommer de l'alcool et de la drogue, et c'est précisé. Et en général, dans les règlements intérieurs, vous verrez les sanctions qui sont appliquées à l'égard de ça. La visite médicale, par exemple, qui effectivement est obligatoire pour tout le personnel, et vous allez trouver, bien évidemment, tous les éléments d'information dans le cadre légal, dans les conventions, etc. Les règles sur les retards, les horaires, les absences, ça c'est plus souvent dans le règlement intérieur, ça peut parfois être dans votre contrat de travail.
Et ce qui est toujours intéressant, c'est que vous allez trouver aussi les sanctions normalement qui s'appliquent à ça, au cas où vous ne les respecteriez pas. Le comportement, donc ça peut être aussi des instructions ou affichées ou parfois véhiculées par les supérieurs hiérarchiques, où on va avoir certaines attentes de la hiérarchie, pourquoi pas notamment avec comment on doit, vous en tant que salarié, vous comporter par exemple sur les réseaux sociaux ou quand vous êtes en représentativité pour l'entreprise en fonction des postes que vous pouvez occuper. L'usage du matériel et des locaux de l'entreprise, souvent ça c'est également précisé. Donc il peut y avoir toute une série de règles, donc il faut qu'il y ait peut-être tant de personnes dans l'entreprise, on a le droit de venir entre telle heure et telle heure, etc. On a le droit d'utiliser pour telle et telle action, mais pas pour telle et telle autre. Et également, en général, les informations confidentielles sont également précisées à l'intérieur de ça, de manière à ce que, effectivement, ce soit bien clair pour tout le monde, ce qu'on peut partager dans l'entreprise et ce qu'il est interdit de partager. Il y a un autre point qui va également intervenir, c'est le niveau de formation et qualification. Il y a en général, dans la plupart des activités qu'on exerce, un niveau de formation et de qualification qui peut être exigé. Et ça, c'est lié dans beaucoup de métiers et ça va être défini par la loi, par les conventions collectives, etc. Donc, les psychologues, qui effectivement est un titre. Donc, si vous n'avez pas la licence 1, 2, 3 et Master 1, Master 2, que vous n'avez pas fait le parcours complet, vous ne pouvez pas exercer en tant que psychologue. Les avocats, les boulangers aussi, pas la peine d'aller chercher des professions parfois qui peuvent être très élevées et de grandes études. Il y a beaucoup de professions réglementées dans les métiers de la plomberie, du boulanger. La plupart des artisans sont des professions réglementées. Vous ne pouvez exercer l'activité que si effectivement vous avez les qualifications, les diplômes, la conduite de certains engins, etc. Donc ça, c'est également important de bien connaître ça. Donc, il y a, et oui, et donc je vous disais, l'autre point qui va également être à identifier et qui va souvent être réglementé, c'est le niveau de rémunération. En France, il y a déjà un salaire minimum qui s'appelle le SMIC, mais la plupart des conventions collectives, par rapport à des indices de points, par rapport à des indices de réglementation qui ont été négociés à l'époque avec les syndicats, etc., et qui va permettre de définir effectivement des grilles de salaire et dire si vous avez tant d'ancienneté, vous allez prendre tant de points, si vous avez ceci, vous allez fonctionner de telle et telle manière, et qui peut proposer des évolutions de rémunération. Ça, c'est également intéressant de le connaître parce que ça permet de poser les choses à la bonne place et de savoir tout simplement ce à quoi on a droit. Donc vous voyez que ces règles, cette législation, elle touche en fait une palette extrêmement large de choses qui touchent votre quotidien au travail. Et c'est vrai que plus vous allez les connaître, plus vous allez pouvoir échanger intelligemment avec votre responsable, avec votre directeur, avec votre service des ressources humaines, que vous soyez pour évoluer en interne, que vous soyez pour prendre de nouveaux postes, de mieux comprendre en fait comment se structure votre organisation à l'intérieur de cette législation. Comment identifier toutes ces règles? On l'a évoqué, le code du travail. Donc vous pouvez trouver en numérique et dans des bibliothèques, comme je vous le disais. Évidemment, si vous devez lire tout le pavé, vous verrez que c'est un peu fastidieux, mais vous pouvez faire des recherches spécifiques sur des points particuliers. L'idée, c'est pas de le connaître par cœur, même les avocats font pas ça. Mais c'est intéressant de connaître un peu certains principes fondamentaux, puis peut-être de temps en temps de faire un peu une veille ou de se renseigner pour voir s'il y a eu des évolutions, parce que le Code du travail est une législation qui évolue beaucoup. En tout cas, en cas de problème, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de gens compétents qui connaissent et qui sauront vous dire c'est quoi les évolutions qui ont été mises en place. La convention collective de votre entreprise, de la même manière, moi je vous invite à la connaître et à regarder en fait des points clés par rapport à ça. Donc, dans les entreprises, vous pouvez la demander, elle est toujours à disposition, que ce soit auprès de votre service RH ou auprès de vos syndicats. Vous les trouvez également sur Internet sans beaucoup de difficultés. Encore une fois, c'est un document qui est assez dense, ne le lisez pas en livre de chevet là, mais voyez les sujets qui peuvent vous intéresser, qui peuvent vous préoccuper et essayez de comprendre comment ça fonctionne, en tout cas au moins à des périodes d'enjeux stratégiques pour vous dans votre relation au travail.
Le règlement intérieur, donc comme je vous le disais, il est disponible dans toutes les entreprises qui ont plus de 50 salariés. Il doit être affiché, donc normalement vous pouvez le voir. En général, quand vous arrivez dans l'entreprise, s'il y a des fascicules d'accueil, souvent il est glissé dedans. En général, vous pouvez le trouver si vous avez des intranets ou des systèmes connectés. En général, il va être disponible là. Mais n'hésitez pas à le demander à votre service RH ou à d'autres personnes si vous voulez regarder un point spécifique. Et n'hésitez pas de temps en temps à porter l'attention sur le sujet, pour voir un peu où tout ça en est. Votre ordre professionnel, si vous êtes concerné, n'hésitez pas à les contacter, à être en relation avec eux. C'est vrai que parfois, quand on a des ordres professionnels, on a un peu l'impression que ça peut être la police interne, mais ils sont là aussi pour vous aider, vous soutenir dans l'ensemble de vos démarches. Donc, connaissez-les, rencontrez-les, échangez avec eux. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des inquiétudes par une manière d'exercer. Ils sauront toujours vous répondre. Le code de déontologie, c'est la même chose. En général, il est remis au cours des études. Il est en général très facilement accessible n'importe où sur le web. Je vous recommande vivement de le lire si vous êtes dépendant d'un code de déontologie. Peut-être pas tous les jours, mais une fois de temps en temps, c'est pas mal de se faire une petite passe pour savoir quels sont les éléments clés et est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu ou pas vous échapper. Les us et coutumes, alors on l'a évoqué, c'est pas vraiment un document écrit, c'est pas quelque chose où on peut se référer, mais c'est plutôt de la transmission orale, des pratiques, donc ça va vraiment être en observant ce qui se passe dans votre entreprise, en posant des questions, en voyant un petit peu c'est quoi les habitudes que vous pourrez les intégrer et les appliquer et les mettre en place dans votre vie. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire sur le vaste sujet des règles et vous voyez qu'il y en a beaucoup, qu'il est intéressant de les connaître et de se les approprier, au moins d'avoir une connaissance de base, au moins d'avoir conscience que tous ces éléments existent et puis de pouvoir vous y référer en cas de questionnement, d'interrogation, de litige, de difficultés, d'évolution, etc. Ça vous permettra d'être mieux armé dans les échanges que vous aurez avec vos responsables ou vos services RH ou vos services de recrutement. Voilà, après il reste évidemment à les appliquer dans le respect et l'efficacité qu'il se doit, de manière à pouvoir être efficace dans votre travail. Je vous souhaite une bonne continuation et le meilleur sur vigueur.